La main gantée du manutentionnaire se figea en plein mouvement, au cœur du terminal de fret tentaculaire de l'aéroport JFK. Le grondement de la voix animale qui fendit l'air n'était pas un simple aboiement d'alerte. C'était un cri primitif, viscéral, qui perça l'immensité industrielle comme une balle tirée à bout portant. Rex, le berger allemand, était tendu, les muscles bandés, les oreilles dressées vers un point précis, le regard fixé, les poils de l'échine hérissés. Jack Mitchell, son maître, tira sèchement sur la laisse, tentant de le retenir, mais Rex s'élança quand même vers une caisse funéraire posée parmi d'autres bagages anodins. « Doucement, Rex !» murmura Jack, la gorge soudain sèche. Le cercueil paraissait ordinaire, au premier regard, acajou poli, ornement de laiton brillant, étiquette de destination, Francfort. Restes humains, manipulés avec soin. Mais le grondement de Rex devint plus profond, plus ancien, presque sacré, comme si le chien sentait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « C'est quoi son problème ?» lança une voix derrière eux. Jack, lui, n'écoutait plus. Il posa sa paume contre le bois glacé du cercueil, et ce qu'il ressentit le figea. Une vibration infime, une pulsation sourde presque imperceptible, puis un son, un tapotement, de l'intérieur. « Ouvrez-le !» ordonna-t-il, sa voix soudain étranglée. Le couvercle résista d'abord, puis céda dans un léger bruit d'aspiration, comme si l'air lui-même hésitait à s'en échapper. L'odeur qui en sortit lui frappa le visage. Sueur, peur, enfermement. Et puis il la vit, les yeux grands ouverts dans un visage creusé par la faim et la terreur, le regard planté dans le sien, une main tremblante, attachée, se débattant faiblement contre la doublure de satin, vivante, une femme vivante, dans un cercueil destiné à un vol transatlantique. L'agitation se répandit instantanément dans le terminal, radio qui grésille, appel pour les secours, agent de sécurité qui accourt, mais Rex, lui, ne bougeait pas. Son regard restait fixé sur le cercueil, comme s'il surveillait un passage entre deux mondes. Jack s'agenouilla près de la femme, évitant soigneusement de toucher ce qui pourrait devenir une preuve. « Madame, vous êtes en sécurité maintenant, les secours arrivent. Vous pouvez me dire votre nom ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux, eux, racontaient déjà l'indicible. « De l'eau, vite, et une couverture !» ordonna Jack à un agent proche. À l'intérieur du cercueil, il découvrit des détails glaçants. Un petit réservoir d'oxygène avec un tube fin, une poche d'eau presque vide, des sédatifs, des couches pour adultes. Rien d'improvisé. Ce n'était pas un acte de folie isolé, mais un transport méticuleusement organisé. Un commerce humain. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Maintenant, reprenons le fil de notre histoire. Les secours arrivèrent. Ils la soulevèrent avec précaution, coupant les attaches, révélant des plaies infectées aux poignets et aux chevilles. Elle ne portait qu'un t-shirt et un pantalon de coton, ses vêtements pendant sur un corps réduit à l'essentiel. En l'installant sur la civière, la lumière crue du terminal frappa un pendentif argenté à son cou. Tension basse mais stable, dit un secouriste, déshydratation sévère, possible pneumonie, malnutrition. Jack suivit la civière, Rex à ses côtés. « Je monte avec vous », dit-il au personnel médical sans attendre d'autorisation. Mais à l'arrière de l'ambulance, le chef de la sécurité, Cleney, l'arrêta. « Mitchell, je veux que tu restes ici pour sécuriser la scène. La police scientifique arrive. » Jack le fixa. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne quitte pas cette femme. Rodriguez peut gérer la scène. Elle était vivante dans un cercueil, dans notre terminal. Je ne la lâche pas tant qu'on ne sait pas qui elle est et qui l'a mise là. » Cleney comprit qu'il ne gagnerait pas. « Très bien, tiens-moi au courant toutes les 30 minutes. » Dans l'ambulance, Jack s'installa face à elle. Rex posa sa tête sur ses pattes, les yeux toujours braqués sur la femme. Elle fixait Jack, comme si elle craignait qu'il disparaisse s'il sortait de son champ de vision. « Vous êtes en sécurité ?» murmura-t-il. Sa main se leva lentement, tremblante, et Jack l'attrapa avec une infinie précaution. Elle serra ses doigts, fort inattendue. À leur arrivée au centre médical de Queens, l'équipe de traumatologie prit le relais. Jack expliqua ce qu'il savait pendant que Rex attendait dans le couloir, attirant les regards admiratifs du personnel hospitalier. Son téléphone vibra. Un message de Rodriguez. « Le cercueil vient de Tijuana, envoyé par Barrera Funeral Services. Destinataire, Hoffmann-Bestatungen, Francfort, on cherche des contacts. Quelque chose clochait. » Jack fouilla la base de données du FBI sur les personnes disparues, paramétrant la recherche. Femme de 30 à 45 ans disparue depuis moins de 10 ans.
Il fit défiler les visages jusqu'à ce que son regard s'arrête. Il sentit son estomac se nouer. Emma Hayes. Photo rayonnante, date de disparition, 2015, et ce pendentif. Le même. Emma Hayes, souffla-t-il, comparant l'image avec le visage amaigri sur la civière. Il appela Clenay. « Chef, je crois qu'on a retrouvé Emma Hayes. Oui, la fille de William Hayes. » La tension dans le couloir monta d'un cran. Jack chercha un endroit plus discret. « Il me faut une protection immédiate, » dit-il à l'agent de sécurité qui venait d'arriver. « Et quelqu'un doit prévenir William Hayes. » Un médecin sortit de la salle de soins d'urgence. Il ôta ses gants lentement, le regard grave. « Elle est stabilisée, y annonça-t-il. Elle souffre de malnutrition sévère, de déshydratation et présente des signes de traumatismes physiques anciens. Certaines fractures ont cicatrisé sans traitement. Elle n'a pas encore parlé, mais elle est lucide. Vous avez 5 minutes. » Emma Hayes reposait sous une couverture blanche branchée à des perfusions. Ses yeux s'ouvrirent lorsque Jack s'approcha et il sentit immédiatement l'intensité de son regard, aussi perçant que fragile. « Emma, » dit-il doucement. « Emma Hayes. » Elle cligna lentement des paupières, un hochement de tête à peine perceptible. « Je suis l'agent Jack Mitchell. Vous êtes au centre médical de Queens, à New York. Vous êtes en sécurité maintenant. » Il hésita, puis se pencha plus près. « Vous pouvez me dire qui vous a mise dans ce cercueil ?» Elle leva une main tremblante, toucha le pendentif à son cou. « Tyler » souffla-t-elle, sa voix râpeuse comme du papier de verre. « Trouvez Tyler. » Jack fronça les sourcils. « Tyler, c'est lui qui vous a fait ça ?» Elle secoua faiblement la tête. « Tyler, aidez, trouve-le avant qu'il le fasse. » Les moniteurs bipèrent soudain plus vite. Son rythme cardiaque s'emballait. Une infirmière entra en trombe. « Elle doit se reposer, » dit-elle fermement, tout en injectant un sédatif dans la perfusion. Jack recula respectueux, mais ses pensées s'emballaient. Son téléphone vibra. Numéro masqué, il répondit avec prudence. « Agent Mitchell. » Une voix masculine, tendue, presque murmurée. « Vous l'avez trouvé. Merci, mon Dieu. » Jack se redressa, immédiatement en alerte. « Qui êtes-vous » Silence d'une demi-seconde. « Tyler Ross. Et si vous voulez qu'Emma reste en vie, ne dites à personne que nous avons parlé. Son père la tuera s'il apprend qu'elle est de retour. » Jack s'éloigna discrètement de la chambre, se glissant dans un couloir moins fréquenté. « Comment savez-vous qui je suis » demanda-t-il. « Je vous observe » répondit Tyler. « Les caméras de l'aéroport, les flux de sécurité de l'hôpital, je devais être sûr qu'elle s'en sorte. » Jack ferma les yeux une seconde. « C'est vous qui l'avez mise dans ce cercueil. » Ce n'était pas une question. « Pour la sauver » dit Tyler, la voix brisée. C'était le seul moyen de la faire sortir sans être repérée. Ils sont partout, des gens que vous connaissez. Jack sentait ses instincts se heurter à la procédure. Il devait signaler l'appel, immédiatement. Mais quelque chose dans la voix de Tyler, sa conviction désespérée, le retenait. « Prouvez-le » dit-il enfin. Le pendentif autour de son cou, dit Tyler. Il est creux. À l'intérieur, une carte micro SD. Des noms, des dates, des lieux. Mais ne le montrez à personne. Un silence. Je vous recontacterai. Protégez-la. La ligne se coupa. De retour devant la chambre d'Emma, une infirmière ajustait sa perfusion. « Elle dort » dit-elle. « Repos total pendant au moins 24 heures. » Jack se tourna vers l'agent de sécurité posté à la porte. « Personne ne rentre sans mon autorisation. » Dans le couloir, Rex attendait, immobile, les oreilles s'étendues. Une femme s'approcha. Veste de manutention, badge, Amanda Thompson. Elle serrait un dossier contre elle, les jointures blanches. « Agent Mitchell, je suis du département cargo. » Sa voix était calme, mais ses yeux fuyaient Rex, qui s'était redressé, les muscles tendus. « J'ai apporté la documentation complète sur l'expédition. » Jack accepta le dossier, les yeux toujours sur le chien. Rex ne grognait pas, mais il avait changé de posture. Détection, instinct. « Vous auriez pu envoyer ça par mail, » dit Jack. Amanda déglutit. « Je pensais que vous auriez des questions. » Rex s'approcha, humant discrètement sa veste. Elle se figea. « Il semble intéressé par vous, mademoiselle Thompson, » murmura Jack. Il ne réagit ainsi que lorsqu'il détecte quelque chose. Drogue, explosif. Il s'interrompit. « Ou peur ?» Amanda craqua. « Pas ici, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. Jack l'entraîna dans une salle de consultation vide. Une fois la porte fermée, elle s'effondra sur une chaise. « Mon père me tuera s'il sait que je vous parle. » Jack s'approche. « Votre père, Richard Thompson, chef de la sécurité des cargaisons internationales ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Il m'a forcé à falsifier les documents. » Ce n'était pas la première fois. Jack sentit le sol bouger sous ses pieds. « Combien de fois ?» Amanda haussa les épaules. « Des dizaines. Peut-être plus, différentes destinations.
Toujours des envois prioritaires qui échappant au contrôle. Elle sortit une clé USB de sa poche. Rex se tendit mais n'attaqua pas. J'ai copié tout ce que j'ai pu sans me faire repérer. Jack prit le dispositif. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message de son supérieur. La famille Ace arrive. 30 hommes. Ordre de coopération totale. Amanda vit le message et pâlit. William Hayes est en route? Vous ne pouvez pas le laisser s'approcher d'elle. Jack releva les yeux. Pourquoi? Sa voix tremblait. Parce que c'est lui qui l'a vendu. Le cœur de Jack battait plus fort alors qu'il assimilait les mots d'Amanda. William Hayes, le magnate de l'immobilier, le philanthrope, l'homme intouchable, invité d'honneur de tous les galas de charité de la côte Est, aurait vendu sa propre fille. C'est une accusation très grave, dit-il, la gorge sèche. Amanda hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Tout est dans les fichiers, codés bien sûr, mais là, mon père garde des copies, au cas où, comme assurance. La porte de la salle s'ouvrit brusquement et Richard Thompson apparut. Derrière lui, 2 hommes, en costume sombre, silhouettes tranchantes, visages impassibles. « Amanda, dit-il d'un ton glacial, on a besoin de toi au terminal. » Son regard se posa sur Jack. « Agent Mitchell, j'ai entendu dire que vous gérez la situation de manière admirable. Nous allons prendre le relais. » Rex se redressa immédiatement, comme mu par un 6e sens. Jack ne bougea pas. « Avec tout le respect que je vous dois, ceci est désormais une enquête fédérale. Je reste responsable de la victime jusqu'à l'arrivée du FBI. » Thompson esquissa un sourire sans chaleur. « Bien sûr, mais vous devez sûrement retourner sur la scène de crime, non? Ces messieurs, de l'équipe de sécurité de Monsieur Ace, peuvent y veiller ici. » Une tension soudaine électrisa l'air. Jack ne répondit pas. Pas tout de suite. Puis un cri retentit depuis la chambre d'Emma. Il bondit dans le couloir, Rex sur ses talons. Emma était en train de se débattre sur le lit, ses poignets tirant contre les sangles. « Ne le laissez pas entrer !» haltait-elle. Son regard croisa celui de Jack. « Mon père, s'il vous plaît !» Les alarmes des moniteurs s'emballèrent. Une infirmière injecta un sédatif d'urgence. Jack laissa sa main sur l'épaule de la jeune femme jusqu'à ce qu'elle se calme. Quand il ressortit, il était décidé. Il fit signe à Thompson. « J'ai reçu un appel inquiétant concernant cette affaire. »« De qui ?» demanda Thompson sur un ton neutre. « De Tyler Ross. » La mention du nom produisit l'effet d'un coup de tonnerre. Thompson vacilla imperceptiblement avant de retrouver son masque. Ross est porté disparu depuis des années, probablement mort. Jack le fixa. Il semblait bien vivant et très préoccupé par la sécurité d'Emma, surtout en ce qui concerne son père. Thompson s'approche. « Mitchell, vous êtes un bon flic ? Prometteur. Ne gâchez pas votre avenir à poursuivre les délires d'un ancien agent instable. » Jack resta de marbre. Est-ce aussi un délire que les documents d'expédition aient été falsifiés, que les contrôles aient été contournés, que votre propre fille les facilitait? Les traits de Thompson se durcirent. « Vous faites une erreur. » Mais alors qu'il s'apprêtait à répliquer, une voix s'éleva derrière eux. « En réalité, c'est vous qui faites une erreur. » Tous se retournèrent. Une femme en veste noire, badge du FBI en main. « Agent spécial Diana Reeves, agent Mitchell est affecté temporairement à notre cellule anti-traite humaine. Et la victime, Mlle Ace, est désormais considérée comme témoin fédéral. » Thompson recula d'un pas. « Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour elle, dit-il avec une neutralité glacée. » Il tourna les talons, suivi de ses 2 ombres. Jack se tourna vers Reeves. « Merci, mais je n'ai pas été officiellement affecté. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Non, mais tu le seras demain matin. » Elle ajouta, à voix plus basse, « Tyler Ross nous a contactés aussi. » Les 48 heures suivantes furent une tempête. Emma fut placée sous haute surveillance. Une rotation d'agents fut organisée. Rex, toujours fidèle, ne quittait la porte de sa chambre que pour manger ou s'étirer dans les couloirs, éveillant l'admiration des équipes médicales. Quand Emma put enfin parler, Reeves et Jack organisèrent un premier entretien. Elle était toujours affaiblie, mais sa voix retrouvait de la force. « J'étais à Denver, commença-t-elle. Je préparais mon départ pour le Mexique. Ce matin-là, je suis sortie courir dans City Park. Une fourgonnette s'est arrêtée près de moi. Je croyais qu'ils demandaient leur chemin. Quelqu'un m'a attrapée par derrière. » Elle ferma les yeux un instant. « Je me suis réveillée dans une cave. Ils m'ont gardée droguée pendant des jours, peut-être des semaines. »« Vous avez vu leur visage ?» demanda Reeves doucement. « Au début, non. Ils portaient des masques. Plus tard, quand ils m'ont déplacé, j'en ai vu quelques-uns. Des exécutants, juste des hommes qui suivaient des ordres. »« Et Tyler Ross ?» interrogea Jack. Emma s'adoucit. « Il est apparu environ 1 an après ma capture. Il était différent. Il faisait partie de leur réseau, mais il n'était pas comme eux.
Il me surveillait, mais il a commencé à m'apporter des choses. De la nourriture en plus, de l'eau propre, une fois même des antibiotiques. Elle porta une main à son pendentif. C'est lui qui me l'a rendu. Il me l'avait pris. Jack croisa le regard de Reeves. Le collier, la carte. Le cœur battant, il fit un effort pour ne rien trahir. Mieux valait ne rien révéler trop tôt. « Emma, dit alors Reeves, il faut qu'on parle de votre père. » Le changement fut immédiat. Ses mains se crispèrent sur la couverture. Le moniteur cardiaque accéléra. « Il est là ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Il a été informé, » répondit Reeves. « Il exige de vous voir. »« Non, dit-elle d'une voix ferme, tranchante. Je ne peux pas. Je ne veux pas. » Jack s'approche. « Vous n'êtes obligé de voir personne, mais il faut qu'on comprenne pourquoi. » Ses yeux rencontrèrent les siens. Honte, défi, détresse. « Parce que c'est lui, dit-elle, la voix cassée. C'est lui qui a tout orchestré. » Silence. « Mon père m'a vendu. » Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. Même le moniteur cardiaque semblait suspendre sa cadence. Emma fixait le plafond, ses traits figés dans une expression presque vide, anesthésiée par l'horreur qu'elle venait de confier. « Mon père m'a vendu », répéta-t-elle comme si le simple fait de le dire à haute voix lui permettait de reprendre le contrôle de son propre récit. Jack sentit sa gorge se serrer. Reeves, elle, ne bougea pas, mais son regard s'était durci. Elle attendit quelques secondes, puis reprit doucement. « Vous en êtes certaine ?» Emma hocha la tête. « J'ai surpris une conversation. Il ne savait pas que j'étais là. Il parlait avec un homme, d'un transfert, de jeunes femmes, de destination. J'ai compris qu'il dirigeait quelque chose, que certaines filles venaient même de ses propres fondations. J'ai confronté mon père. Il m'a assuré que j'avais mal compris, mais 3 jours plus tard, j'étais enlevé. » Elle se recroquevilla légèrement sous la couverture, sa voix devenant plus fragile. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Puis, en captivité, je l'ai revu. Pas directement. Il était dans un entrepôt, en train de parler à des hommes en costume. Il ne m'a pas regardé, mais il était là. Il supervisait. Jack sentait la colère gronder en lui. « Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre ?» demanda Reeves. « Oui, Richard Thompson. Il surveillait les transferts. » Elle inspira difficilement. D'autres filles étaient là. Certaines avaient peut-être 13, 14 ans. Jack détourna brièvement le regard. Cette affaire déjà complexe prenait une tournure encore plus sinistre. Un réseau organisé, soutenu par des figures de pouvoir, impliquant des enfants, il serra les poings. « Vous devrez témoigner officiellement, » dit Reeves, « mais pas maintenant, seulement quand vous serez prête. » Plus tard, Jack retourna examiner les objets récupérés dans le cercueil. Chaque détail racontait une histoire. Le réservoir d'oxygène, le tube fin, la poche d'eau, le flacon de sédatif, le sac plastique contenant un téléphone éteint. « Je veux que ce téléphone soit rechargé et analysé », ordonna-t-il à un technicien. Priorité absolue. Il rentra chez lui, Rex sur ses talons, et alluma son ordinateur. Il inséra la clé USB qu'Amanda lui avait remise. Des fichiers cryptés. Des manifestes de cargaison déguisés en documents classiques, mais comportant des marqueurs spécifiques. Certains codes identifiaient clairement du matériel humain. Les destinations variaient. Allemagne, Singapour, Émirats. Puis vinrent les relevés bancaires. Des millions transités par des sociétés écrans liées à E. William Ace Enterprises. Le cœur de Jack manqua un battement. Puis son téléphone vibra. Il décrocha. La voix de Reeves, grave. « On a un problème. William Ace est arrivé à l'hôpital, avec une ordonnance judiciaire et une équipe médicale privée. Il affirme qu'Emma souffre de troubles mentaux et qu'elle doit être transférée en établissement psychiatrique spécialisé. » Jack se redressa d'un coup. « C'est impossible. Elle est ce témoin fédéral. Le juge qui a signé l'ordonnance n'en tient pas compte. Ace a des contacts. Il a présenté des témoignages de 3 psychiatres. » Jack attrapa sa veste déjà en route. « J'arrive. » Lorsqu'il atteignit l'hôpital, la situation était tendue. William Ace, impeccable dans un costume 3 pièces, parlait d'un ton posé mais autoritaire avec Reeves. 2 hommes, en blouse blanche, attendaient à proximité, une civière entre les mains. « C'est ma fille, » disait Ace. « Elle a subi un traumatisme sévère. Elle n'est pas en état de subir des interrogatoires. » Reeves ne sciait pas. « Votre fille a clairement exprimé son refus de vous voir. Elle est majeure, elle a ce droit. » Ace sourit froidement. « Agent Reeves, j'ai en main des évaluations psychiatriques attestant de son instabilité. Cette ordonnance me donne la tutelle temporaire. » Jack s'avança, Rex collé à ses jambes. « Monsieur Ace, » dit-il en tendant la main, « agent Mitchell, j'étais présent quand votre fille a été découverte. »
Ace la serra avec une élégance calculée. « Merci pour votre service. Je suis éternellement reconnaissant. Je veux simplement le meilleur pour Emma. » Mais Rex n'était pas du même avis. Il grogna doucement, son regard fixé sur les chaussures en cuir de Ace. « Rex est extrêmement bien dressé, » dit Jack calmement. Il ne réagit que lorsqu'il détecte quelque chose d'inhabituel. Mais avant que la tension ne monte davantage, un cri d'alarme jaillit du fond du couloir. Une infirmière surgit, affolée. Elle a disparu. La chambre d'Emma était vide. Les lignes de perfusion pendaient, débranchées. La fenêtre était intacte. « Verrouillez tout l'hôpital », ordonna Reeves à la radio. « Caméra de sécurité, immédiatement ». Jack fonça à la salle de surveillance. Ils remontèrent les images. 10 minutes plus tôt, un employé de l'hôpital était entré avec du linge. 5 minutes après, le même sortait avec un chariot assez grand pour contenir un corps. « Ce n'est pas notre personnel », dit la superviseuse. Jack reconnut immédiatement le visage. Tyler Ross. Ils suivirent à la trace jusqu'au sous-sol. Un monte-charge, puis la sortie par le quai de livraison. Un camion de blanchisserie avait été chargé à cet instant précis. William Hayes, furieux, fit irruption. « Vous avez perdu ma fille après tout ce qu'elle a subi ?» Reeves le fusilla du regard. « Peut-être qu'elle a échappé, parce qu'elle avait une bonne raison. » Hayes pâlit. « Que voulez-vous dire par là ?» Jack intervint. « Nous enquêtons sur toutes les facettes de l'affaire, y compris les liens financiers entre certaines cargaisons et vos entreprises. » Hayes, pendant une fraction de seconde, perdit son masque. Une froideur animale passa dans ses yeux. Puis il sourit, comme si tout cela n'était qu'un malentendu. Mes entreprises réalisent des milliers de transactions. Si des criminels ont exploité notre infrastructure, je suis aussi désireux que vous de découvrir la vérité. Il s'apprêta à partir, puis se tourna. Et agent Mitchell, si vous retrouvez ma fille, souvenez-vous qu'elle est très instable. Ces accusations doivent être remises dans leur contexte. Jack se tourna vers Reeves. Il faut qu'on parle du pendentif. Elle le fixa. Vous l'avez trouvé ? Il hocha la tête. Il y a bien une micro SD à l'intérieur. Elle pinça les lèvres. Vous auriez dû me le dire. Je voulais vérifier son récit avant. Je ne savais pas à qui faire confiance. Vous avez compromis une enquête fédérale. Ou peut-être que je l'ai protégée. Reeves le regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord, mais à partir de maintenant, transparence totale. Jack inspira profondément. Et je crois savoir où Tyler a emmené Emma. 3 heures plus tard, Jack et l'agent Reeves s'arrêtaient devant un vieux motel délabré à la lisière de Queens. C'est dans les fichiers transmis par Amanda qu'il avait repéré l'adresse. Un entrepôt prétendument désaffecté, mais recevant des paiements de charges réguliers. Chambre 17, rideau tiré, une lumière faible filtrée sous la porte. Rex, assis près de Jack, restait parfaitement immobile, les muscles tendus. L'air sentait le renfermer, le bois humide et la tente. Jack frappa doucement. « Tyler, ici l'agent Mitchell. Je suis seul. Je veux juste parler. » Un silence, puis un bruit métallique, celui d'une chaîne qu'on décroche lentement. La porte s'ouvrit à peine, laissant entrevoir un visage usé, marqué par le temps. Une balafre sur la joue, les traits tirés d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Tyler Ross. « Tu es vraiment seul ?» demanda-t-il en jetant un œil derrière Jack. « Reeves et Rex, personne d'autre. » Il hésita puis ouvrit un peu plus. À l'intérieur, Emma était assise sur le lit, emmitouflée dans un sweat trop grand. Lorsqu'elle vit Rex, ses yeux s'agrandirent. Elle tendit lentement la main. Le chien avança, calme, et posa doucement sa tête sur ses genoux. Elle ferma les yeux, le front contre le museau du chien. « Il m'a trouvé ?» murmura-t-elle. « Il a su que j'étais là. » Jack sentit son cœur se serrer. « On doit vous mettre à l'abri, immédiatement. » Tyler secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Il faut empêcher William de remettre la main sur elle. Vous n'avez aucune idée de ce dont il est capable. » « Alors aide-nous à comprendre, » dit Reeves. « Commence par nous dire qui tu es vraiment. » Tyler prit une grande inspiration. Il s'assit, fatigué, usé, jusqu'à l'os. Puis, comme si les mots le brûlaient, il murmura « Je suis Tyler Hayes Ross, son demi-frère. » Emma leva la tête. Elle lui prit la main. « Je ne le savais pas. Pas jusqu'à ce qu'il me le dise, l'année dernière. » Jack les regarda, son esprit commençant à assembler les pièces du puzzle. « Comment est-ce possible ?» Tyler fixa un point invisible. « Notre mère était une escorte. Elle est tombée enceinte. Le client s'appelait William Hayes. Il lui a payé le silence. Quand sa femme n'a pas pu avoir d'enfant, il est retourné chercher un bébé dans le système d'adoption. Emma, moi j'ai été placé ailleurs. On a été séparés. » Il reprit plus vite. «
Je suis devenu agent à l'immigration. J'ai commencé à repérer des anomalies dans des dossiers, des gens qui passaient entre les mailles du filet, des expéditions spéciales. J'ai remonté la piste, et un jour, je suis tombé sur le nom d'Emma, le nom de ma mère. J'ai creusé, puis j'ai su. Reeves croisa les bras. « Et tu as infiltré le réseau ?» « Pas officiellement, j'ai démissionné. Mais j'ai continué. 2 ans pour gagner leur confiance. 4 de plus pour m'approcher d'Emma. J'ai modifié ses transferts. C'était risqué. Mais c'était le seul moyen de la sortir vivante. « Pourquoi ne pas avoir contacté les autorités ?» demanda Jack. J'ai essayé. Chaque fois, ça fuyait. Les opérations étaient compromises. Des agents disparaissaient. Certains étaient tués. Richard Thompson travaille pour Ace. Il n'est pas seul. Emma serra le pendentif à son cou. « Montre-leur. » Tyler dévissa la base de la feuille d'argent, révélant un compartiment minuscule. À l'intérieur, une carte SD. Tout est là. Les clients, les comptes, les destinations. Reeves attrapa le petit objet avec précaution. Son visage était tendu. « Ce que vous avez là peut faire tomber tout un réseau. Ou vous faire tuer. C'est pour ça qu'on doit se cacher, dit Tyler. Ace sait que le pendentif existe. C'est pour ça qu'il a débarqué à l'hôpital si vite. Il ne veut pas la tuer. Il veut récupérer la carte. » Reeves hocha la tête. « J'ai des contacts, des gens au sein du programme de protection des témoins. En dehors des canaux classiques, je peux vous y faire entrer. » Ils commencèrent à préparer leur départ. Tyler rassembla quelques affaires. Emma prit une photo d'elle et de Rex ensemble. Jack était en train de vérifier la fenêtre quand son téléphone vibra. Message inconnu, pas de numéro. « Tu cherches quelque chose, Mitchell ? Va au dépôt de bagages, B228, seul, ou Amanda Thompson meurt. » Il montra le message à Reeves. « C'est un piège, dit-elle immédiatement. Évidemment. Mais Amanda m'a donné les fichiers. On ne peut pas l'abandonner. Il nous faudrait une équipe tactique, dit Reeves. Il nous faudrait des heures. Et si c'est compromis ?» Jack réfléchit. « Je dois y aller ? Je vais gagner du temps. » Tyler se leva. « Je viens avec toi. » Jack secoua la tête. « Non, tu protèges Emma. Et la carte. C'est ça, la priorité. » Reeves hésita, puis acquiesça. « Je les amène au point sûr, mais tu ne pars pas seul. » Jack baissa les yeux vers Rex. Le chien, déjà équipé de son harnais, l'observait, alerte. Il tapota doucement son flanc. « Je ne pars jamais vraiment seul. » Le dépôt de bagages du terminal B se dressait comme une forteresse grise dans la pénombre de l'aube. Un labyrinthe de containers, de casiers grillagés et de couloirs en béton brut. Jack se gara à bonne distance, hors du champ des caméras de sécurité. Rex à ses côtés, silencieux, vêtu de son harnais tactique renforcé, comme s'il sentait que cette mission n'était pas comme les autres. « Ce n'est pas une procédure standard, mon vieux », murmura Jack, en ajustant son arme de service. Il synchronisa une micro-caméra infrarouge à la base du collier de Rex. « Trouve Amanda !» Le chien huma un document qu'elle avait touché analysant la trace olfactive. Ses narines frémirent. Il comprenait. Ils pénétrèrent tôt par une entrée de service. Personne. Pas un bruit, hormis le lointain vrombissement des ventilateurs. La lumière était crue, industrielle, sans ombre ni chaleur. Les casiers s'alignaient comme autant de cellules carcérales. B228 se trouvait dans un recoin obscur, à moitié masqué par une pile de palettes. Rex changea soudain d'attitude. Sa démarche se fit plus basse, ses oreilles pointaient vers l'avant. Jack, à plusieurs mètres derrière, observait la scène à travers la caméra. Et ce qu'il vit le fit accélérer. Amanda, ligotée à une chaise, la tête baissée, une fine traînée de sang séchée sur la joue. Pas de mouvement apparent, vivante, il ne pouvait en être certain. Le silence pesait comme du plomb. Jack analysa. Approcher directement, c'était s'exposer. Mais attendre, c'était peut-être la condamner. Il envoya Rex faire un périmètre, à pas feutré, pour repérer d'éventuels assaillants. Le chien obéit, méthodique, aucun mouvement, aucun signal humain. Alors Jack s'approcha doucement. À mi-chemin, Amanda leva lentement la tête. Son œil non tuméfié s'ouvrit. Elle murmura d'une voix brisée. « Mitchell, cours !» Le coup frappa immédiatement. Une douleur fulgurante à l'arrière du crâne. Jack s'effondra. Son arme glissa hors de portée. Un deuxième homme surgit, matraque électrique à la main. Rex bondit dans un grognement féroce, mais l'homme l'attendait. Un coup précis sur les côtes le fit chanceler. Il n'abandonna pas. Il resta entre Jack et le danger. « Stop !» hurla une voix que Jack reconnut aussitôt. Richard Thompson. Il tenait l'arme de Jack. Le canon pointait vers Rex. « Fais reculer ton chien, ou je lui fais sauter la tête. » Jack, les poignets désormais attachés derrière le dos par des liens en plastique, se redressa lentement. « Rex ! Halte !» Le chien s'immobilisa, tremblant de rage contenue. «
Thompson s'approche. « Je suis déçu, Mitchell. Je pensais que tu serais plus malin. » Il fit un signe à ses hommes. « Préparez-les pour le transport. Le container part dans 30 minutes. » Amanda, malgré les coups, redressa la tête. « Tu ne peux pas nous tuer. »« Bien sûr que si, » répondit Thompson. « Et personne ne posera de questions. » Jack, assis contre un mur, s'efforçait de desserrer ses liens. Mais ses mains engourdies ne lui obéissaient plus. Il gagnait du temps. « Tu sais que le FBI a déjà tout ? Les fichiers, les manifestes, les comptes ?» Thompson ricana. « Tu crois qu'un juge mettra en prison un homme comme Ace ? Il a bâti des hôpitaux, des écoles. Quelques anomalies comptables ne suffiront jamais. » Jack le fixa. « Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des êtres humains, sa propre fille. » Thompson s'accroupit devant lui. « Tu n'as aucune idée de la manière dont le monde fonctionne, Mitchell. Il y a toujours eu des puissants, et ceux qui leur servent de distraction. Ace n'a rien inventé. Il a simplement industrialisé un modèle antique. » Il fit un signe vers Amanda. « Même ma fille a fini par comprendre que c'était plus rentable de se taire. »« Je n'ai jamais compris, » répliqua Amanda, la voix plus forte. « J'ai eu peur de toi, mais plus maintenant. » Thompson se redressa, crispé. Il tourna la tête. « Préparez-les, nous partons. » L'un des hommes leva son arme, prêt à faire feu, l'autre s'approcha avec la matraque. Rex défense, le chien réagit immédiatement. Il bondit, dent contre chair. Le pistolet tomba. Le deuxième homme tenta de frapper, mais Rex esquiva, feinta, puis recula. Mais Thompson n'avait pas dit son dernier mot. Il pointa l'arme de Jack vers Amanda. « Si je tombe, elle ne témoignera pas. Je ne vous le conseille pas. » La voix venait de derrière une pile de caisses. Une silhouette surgit, arme levée. Tyler Ross. Puis une seconde, veste du FBI, agent Reeves. « FBI, lâchez votre arme, Thompson. » Il hésita, son regard navigua, calcula. Mitchell a interféré dans une opération sensible. C'est un complot. « Un complot ?» répondit Reeves. « Nous enregistrons tout. Ce que vous venez de faire s'appelle tentative de meurtre sur témoin fédéral. » Un silence. Puis, mais dans un geste désespéré, Thompson tourna son arme vers Amanda, mais Jack avait déjà desserré ses liens. Il se jeta, heurta Amanda, la chaise bascula, un coup de feu, une douleur cuisante dans son épaule. Rex bondit, cette fois sans retenue. Les agents du FBI surgirent de tous côtés. En quelques secondes, Thompson et ses hommes furent neutralisés. Jack, au sol, sentait son sang se répandre. Rex s'allongea contre lui, gémissant doucement. « Bon chien », murmura-t-il, « le meilleur. » Les médecins accoururent. Amanda, blessée mais vivante. Jack, touché à l'épaule mais conscient. En partant sur la civière, il vit Thompson menotté, criant « Vous ne savez pas ce que vous déclenchez ? Ace a des ressources. Il vous écrasera tous. » Jack répondit d'une voix faible « Peut-être, mais ce soir, c'est toi qui portes les menottes. » Les sirènes hurlaient encore quand l'ambulance fonça vers l'hôpital. Allongé sur la civière, Jack fixait le plafond, les sons déformés par la douleur sourde qui irradiait depuis son épaule. Il sentait son sang imbiber lentement les bandages, mais le poids de Rex contre sa jambe était un ancrage, une présence constante, réconfortante. Le chien ne le quittait pas des yeux, veillant sur lui comme il l'avait fait depuis le premier jour. Il ferma brièvement les paupières, des images tourbillonnant dans sa tête. Emma dans le cercueil, Amanda bâillonnée, Tyler, arme au poing, Thompson menotté, le masque de l'homme de pouvoir enfin tombé. Et à travers tout ça, le regard de Rex, inébranlable, fidèle, un regard qui disait « Je suis là, je t'ai trouvé, et je te ramènerai ». À l'hôpital, Jack passa plusieurs heures en salle d'opération. La balle avait traversé proprement, frôlé l'omoplate, mais sans toucher d'artère ni de poumon. « Il a eu de la chance ?» murmura le chirurgien à Reeves. Quelques millimètres de plus et c'était fini. Quand Jack reprit conscience, le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les stores était douce. À son chevet, l'agent Reeves, visiblement épuisé mais soulagé. « Où est Rex ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle sourit. « À l'unité canine. Il va bien ? Il a refusé de quitter l'hôpital avant que je lui jure qu'il te reverrait bientôt. » Jack ferma les yeux, un soupir tremblant lui échappant. « Et Amanda ? Stable, commotion, côte fêlée. Elle va s'en sortir. » Puis, après un court silence, Reeves ajouta « On a un problème. » Jack ouvrit les yeux. « Ace ?» Reeves hocha la tête. « Le raid s'est bien passé. On a saisi des documents, des disques durs, des comptes offshore. Il a été arrêté dans son bureau. Mais, elle s'interrompit. Il n'est jamais arrivé en centre fédéral. » Jack sentit son estomac se nouer. Comment ça ? Une extraction, en plein transfert. Parfaitement exécutée. Fumigène, voitures identiques, des hommes masqués.
2 agents blessés, Ace disparu. Un frisson glacial parcourut l'échine de Jack. Son plan de secours, il l'a activé. Reeves acquiesça. Il a des contacts dans une 12aine de pays. Interpol est sur le coup. Mais ce n'est pas un fugitif comme les autres. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Jack se redressa avec effort. Son épaule le lançait violemment, mais l'adrénaline chassait la douleur. Et Emma, elle a témoigné ce matin. Tyler était à ses côtés. Puis, comme si elle redoutait sa propre révélation, Reeves prit une grande inspiration. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » À propos de Tyler, Jack la fixa déjà sur ses gardes. Il n'est pas seulement son demi-frère. Il est le père de son enfant. Un choc brutal. Comme un 2e tir en plein ventre. Ce n'est pas possible. Il l'a retrouvé il y a 1 an à peine. Reeves secoua la tête, la gorge serrée. Pas exactement. D'après Emma, ils l'ont utilisé. Le réseau. Ils ont sélectionné des profils génétiques. Tyler faisait partie du programme sans le savoir. Ils l'ont recruté pour ses caractéristiques. Puis, sa voix se brisa. Elle se força à continuer. Ils ont organisé des fécondations forcées. Emma faisait partie des cibles. Ils cherchaient à produire des enfants d'élite pour certains clients. Jack sentit sa gorge se nouer, son estomac se retourner. Et Tyler, il l'a découvert trop tard. Quand il a compris, tout s'est écroulé. C'est à ce moment qu'il a tout risqué pour l'extraire. Jack se couvrit les yeux d'une main. Un nœud inextricable d'horreur et de compassion. Emma le sait, il le lui a dit. Elle a failli s'effondrer. Mais ils tiennent bon, pour l'enfant. Reeves se leva. « Tu sors demain. Le médecin voulait te garder plus longtemps, mais tu as insisté. J'ai fait préparer les papiers. » Quand elle partit, Jack resta allongé, les yeux fixés sur le plafond. Il pensa à Emma, à la douleur inimaginable qu'elle portait. À Tyler, rongé de culpabilité. À l'enfant, innocent, né de l'horreur, mais vivant, existant, aimant. Le lendemain, il fut libéré. Épaules bandées, mouvements limités. Mais il ne voulait qu'une chose, voir Emma, la voir elle, voir l'enfant. Le FBI l'avait placé dans une maison sûre, une vieille bâtisse discrète à Brooklyn. Reeves l'attendait à la porte, mais ce fut Rex qui arriva le premier, lancé comme une flèche. Il sauta doucement sur Jack, enfouissant sa tête contre sa poitrine. Jack, les larmes aux yeux, caressa son museau. « On l'a retrouvé, vieux. Tu te souviens ? On l'a retrouvé. » Dans le salon, Emma se leva à son entrée. Elle portait un pull ample, ses traits tirés, mais son regard brillait d'une clarté nouvelle. À Jean Mitchell, elle sourit. Et Rex, bien sûr. Elle s'agenouilla devant le chien, le serra contre elle. « Mon héros !» Jack observa en silence, puis ses yeux glissèrent vers la table. Une photo encadrée. Emma tenant un petit garçon, 2 ou 3 ans. Boucle brune, regard sérieux. « Il s'appelle Michael, dit-elle doucement. Il est parfait. »« Michael dort, murmura Emma. Elle posa le cadre avec douceur. Jack, lui, restait debout, mal à l'aise devant ce petit visage innocent, porteur malgré lui d'un fardeau indicible. Il détourna les yeux. « Je sais ce que Tyler m'a dit, dit-il enfin. Je sais tout. » Emma hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Un silence s'installa. Pas pesant, juste fragile. « Je voulais mourir quand il me l'a dit, avoua-t-elle, quand j'ai compris. Pas seulement ce qu'ils avaient fait, mais qui était Tyler pour moi. » Sa voix tremblait, mais ses mains restaient fermes. Et puis j'ai regardé Michael. J'ai vu ses yeux, sa façon de tendre les bras quand il a peur, sa façon de rire en courant derrière une bulle de savon. Elle leva les yeux vers Jack. Il était né dans l'horreur, mais il vit dans l'amour. Je ne pouvais pas l'abandonner pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Jack se passa une main sur le visage. Il pensait à tous les rapports qu'il avait lus dans sa carrière, toutes les statistiques froides, toutes ses vies résumées en chiffres. Mais rien ne le préparait à ça. À cette mère qui refusait de rejeter son fils. À ce frère qui portait la culpabilité d'un crime qu'il n'avait jamais voulu. À ce chien qui avait trouvé la seule chose que les humains cherchaient encore, la vérité. « Et Tyler ?» demanda Jack la gorge sèche. « Il essaie là, de loin, il aide, il veille. Mais il ne peut pas être un père. Il le sait. Il ne veut pas le perturber. Alors il est juste l'ami, l'oncle, le protecteur discret. » Elle regarda vers le couloir. Un léger bruit de pas, une silhouette miniature apparut, un petit garçon, pyjama rayé, tenant un chien en peluche contre lui. Il fixa Jack avec curiosité, puis il aperçut Rex. Ses yeux s'illuminèrent. « Doggy ?» dit-il, la voix timide. Emma s'agenouilla. « Viens, Michael, viens dire bonjour. » Le petit s'avança, lentement,
puis s'arrêta à quelques centimètres de Rex. Le chien ne bougea pas. Il le regarda avec une patience infinie. Michael tendit la main et posa ses doigts sur la tête du chien. « Doux » murmura Emma. « Comme on a appris. » Michael caressa le pelage avec un émerveillement pur. Jack sentit quelque chose se briser en lui, ou peut-être se réparer. « C'est Rex » dit-il, la voix basse. « C'est lui qui a trouvé ta maman. » Le petit garçon leva les yeux vers lui. « Merci. » Un mot seul, mais chargé d'une gratitude si innocente qu'il balaya toute la noirceur. Plus tard, Jack et Emma s'installèrent dans la cuisine, pendant que Michael dessinait à même le sol, Rex couché près de lui, comme un gardien bienveillant. « Je voulais te montrer quelque chose » dit Emma. Elle sortit un petit paquet, soigneusement emballé. Jack le déballa lentement. Une photo, encadrée, Emma sur une plage, Michael dans ses bras, un chiot aux pattes énormes à leur côté. « Max, dit-elle, il vient d'un programme pour chiens de soutien. Tyler travaille avec eux. Il est entraîné pour aider les survivants comme moi, comme d'autres. » Elle montra la photo. « C'est grâce à Rex, grâce à vous, si je suis là, si Michael vit. » Jack reposa le cadre. Son épaule le lançait encore, mais il sentait son cœur plus léger. « Tu n'as pas à me remercier. » Emma le fixa. « Tu aurais pu suivre le protocole, fermer le cercueil, le renvoyer à Francfort, tu aurais pu ne rien voir, mais tu as vu, et tu as agi. Tu as écouté ton chien, tu m'as cru. » Elle prit sa main. « Ce que vous avez fait, Rex et toi, ça ne s'apprend pas. C'est de l'humanité, de la vraie. » Jack ne sut quoi répondre. Il regarda Michael qui riait maintenant, tentant de faire asseoir Rex comme un doudou. Le chien obéissait avec une noblesse presque amusée. « Et maintenant » demanda Jack. « On déménage » répondit Emma. « L'Oregon, une petite ville. Nouvelle identité, nouvelle vie. » Elle sortit une carte, une adresse manuscrite au dos. « Si jamais vous passez par là, on a une chambre d'amis. Michael serait ravi. » Jack prit la carte, la rangea dans son portefeuille comme un talisman. Avant de partir, Michael le serra dans ses petits bras, maladroitement. Puis il se pencha vers Rex. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. Emma sourit, les yeux humides. « Qu'est-ce qu'il lui a dit ?» demanda Jack, curieux. Il lui a dit que Max fait du bon boulot, mais que Rex restera toujours son premier héros. Une semaine plus tard, la salle de conférence du service de sécurité de JFK était pleine à craquer. Des uniformes, des agents fédéraux, des maîtres chiens, des journalistes accrédités, tous réunis pour une cérémonie aussi rare qu'émouvante, la mise à la retraite officielle de Rex, chien d'intervention, vétéran des pistes d'aéroport et héros discret d'une guerre invisible. Jack était là, droit dans son uniforme impeccable, malgré la douleur résiduelle de son épaule encore en convalescence. Rex, à ses pieds, portait son harnais d'apparat, la médaille brillante suspendue à son collier. Il avait l'air calme, serein, presque indifférent à toute cette agitation. Mais Jack, lui, connaissait ce chien. Il savait que derrière cette façade stoïque se cachait une alerte constante, une attention silencieuse à tout ce qui bougeait, respirait, menaçait. Le discours du directeur fut bref, mais sincère. Il retraça les 8 années de service de Rex, des kilos de stupéfiants saisis, des menaces détectées, des enfants retrouvés. Et bien sûr, l'affaire Hayes, qui avait fait basculer une carrière discrète en légende vivante. Lorsque Jack fut invité à dire quelques mots, il se contenta de caresser doucement la tête de Rex et de dire, simplement, « Il n'a jamais désobéi. Il m'a toujours guidé, même quand moi, je doutais. Il m'a sauvé plus de fois que je ne peux les compter. Rex n'est pas un chien, c'est une conscience. » La salle se leva d'un seul homme pour une ovation silencieuse. Rex, lui, se contenta de bâiller discrètement et de poser sa tête sur les pièces de Jack, comme pour dire « mission accomplie ». Après la cérémonie, Jack rentra chez lui avec Rex installé comme toujours sur le siège passager. Ils roulèrent sans parler. Le chien ferma les yeux, apaisé. Jack, lui, pensait à tous ceux qu'ils avaient croisés, à ceux qu'ils avaient sauvés, à ceux qu'ils n'avaient pas pu sauver. Le lendemain, alors qu'il buvait son café en regardant le ciel gris de New York par la fenêtre, un appel du bureau du FBI le tira de ses pensées. « Mitchell, on a quelque chose !» C'était Reeves. Elle parlait vite, tendue. « Ace, on l'a localisé ?» Jack se redressa d'un coup. « Bien où ? Monténégro ?» Il est entré sous une fausse identité. Séjourne dans un complexe privé appartenant à un de ses associés. Visage modifié, mais la reconnaissance faciale l'a capté à 97%. Elle marqua une pause. Il n'est pas seul. Une jeune femme l'accompagne. Sophia Carter. Jack sentit la pression monter d'un cran. La fille du sénateur, elle-même, travaille pour la fondation familiale.
Aucune trace de problème dans son dossier. C'est peut-être sa prochaine victime. Jack comprit instantanément. Si elle monte sur un bateau ou un jet privé, elle disparaît. Exactement. Et les autorités locales traînent les pieds. Il faut des jours pour obtenir une autorisation officielle d'intervention. Il y eut un silence. Puis Reeves ajouta, d'une voix lente, « Je ne peux rien te dire officiellement. Mais si quelqu'un prenait des vacances immédiates, Jack n'avait besoin de rien de plus. » Il raccrocha, prépara un sac, fit les papiers de Rex, réactiva un vieux contact à l'ambassade. Dans les 24 heures, ils atterrissaient à Podgorica. Le port de plaisance était luxueux, discrètement gardé. Des yachts scintillaient sous le soleil comme des bijoux flottants. Le complexe de Hayes, un palais de pierre blanche aux allures de bastion vénitien, se dressait sur une péninsule privée, inaccessible aux curieux. Pendant 2 jours, Jack observa, repéra les ronds, les entrées, les horaires. Il vit Sophia, de loin. Elle ne souriait jamais. Elle restait à distance de Hayes. Son langage corporel ne mentait pas. Elle n'était pas à l'aise. Le 3e jour, un message tomba sur son téléphone sécurisé. Départ prévu dans 1 heure. Yacht privé, destination inconnue. Il n'avait pas le choix. Il devait intervenir maintenant. Il loua une petite embarcation prétextant une sortie de pêche côtière. Rex, dans un harnais de flottaison, semblait presque comique, mais il restait alerte, complice silencieux d'une opération interdite. Ils s'approchèrent lentement du yacht, resté à l'ancre. Jack coupa le moteur, plongea dans l'eau et entama une nage discrète vers le flanc du navire. 20 minutes d'effort en apnée partielle, s'agrippant au coq, évitant les éclats de lumière. Lorsqu'il atteignit l'arrière du bateau, la plateforme de baignade était déployée. Il grimpa silencieusement. Le bruit du champagne qu'on ouvre lui parvint du pont supérieur, puis la voix de Hayes, douce, persuasive. « Ce n'est qu'un peu de champagne, ma chère. » Pour fêter notre partenariat, Sophia répondit, méfiante. « Je n'ai pas soif. Pourtant, c'est un très grand cru. » Jack n'attendit pas. Il sortit son arme, gravit les escaliers à pas de loup. Un garde approchait, un mouvement rapide, une prise au cou, silencieux. Il s'effondra. En haut, Hayes tendait un verre à Sophia. « Je vous déconseille de boire ça, » dit Jack en apparaissant. Arme au poing. Hayes sursauta. « Mitchell ?» Surprise, Sophia recula, confuse. « Qui êtes-vous » ? « FBI. » Hayes ricana. « Vous êtes fou. Vous n'avez aucune juridiction ici. »« Mais j'ai un chien ?» À ce moment-là, Rex surgit par la rampe, trempé, ébouriffé et furieux. Hayes recula d'un pas en voyant le chien détrempé bondir sur le pont. Rex ne grognait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence, musculeuse, déterminée, suffisait à faire reculer un prédateur habitué à manipuler des êtres humains, pas à affronter une conscience canine sans compromis. « Restez où vous êtes !» ordonna Jack, braquant son arme. « Le spectacle est fini. » Hayes leva lentement les mains, un rictus tordu sur les lèvres. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous êtes sur un territoire étranger. Vous venez de commettre un acte de piraterie. J'appelle ça sauver une vie. » Sophia, elle ne disait rien. Mais son regard avait changé. Elle observait Rex, puis Jack, puis Hayes, et dans ce silence, quelque chose se brisa. Le charme, le pouvoir, l'illusion. « Il allait vous droguer ?» dit Jack en se tournant vers elle. « Il a déjà fait ça ?» Des dizaines de fois. « Vous n'auriez jamais quitté ce bateau vivante. »« Ce n'est pas vrai » balbutia-t-elle, la voix brisée par le doute. Jack abaissa doucement son arme, la tenant toujours prête. « Vous pouvez choisir de le croire, ou vous pouvez monter à bord avec nous. Il y a une équipe d'Interpol qui arrive. Ils ont reçu un appel anonyme. Ils sauront qui vous êtes, et ils écouteront ce que vous avez à dire. » Hayes tenta une dernière fois. « Sophia, écoutez-moi. Cet homme est instable. Il me poursuit depuis des années à cause d'une histoire familiale sordide. » Mais elle ne l'écoutait plus. Elle fixait Rex, puis Jack, puis Rex à nouveau. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver aux côtés de Jack. « Je monte avec vous ?» Hayes devint livide. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » Jack s'approcha, lui passa des menottes. « Vous ne savez pas ce que c'est d'être un homme seul avec son chien et sa conscience. C'est peut-être pour ça que vous avez tout perdu. » À ce moment précis, les moteurs d'un bateau d'intervention retentirent au loin. Interpol. Jack n'avait jamais passé d'appel. C'était Reeves. Elle l'avait suivi à distance, en silence, comme il l'avait espéré. Comme elle le faisait toujours quand les enjeux étaient trop élevés pour attendre les protocoles. Lorsque les agents montèrent à bord, ils furent brièvement surpris par la présence de Rex. Mais les papiers étaient en règle. Jack leur remit les preuves, les déclarations. Il ne dit rien d'autre. Il caressa la tête de Rex. « Bon travail, partenaire !»
De retour sur le continent, Sofia accepta d'être placée sous protection diplomatique. Son témoignage serait déterminant. Son père, le sénateur Carter, avait déjà été informé. Il préparait une riposte politique fulgurante. Le réseau que Hayes avait construit en parallèle de ses fondations caritatives commençait à s'effondrer comme un château de cartes. 2 semaines plus tard, William Hayes fut extradé vers les États-Unis. Il fut formellement inculpé de trafic humain, de conspiration, de détournement de fonds et de crimes contre l'humanité. La presse s'en empara avec frénésie. Mais Jack n'accorda aucune interview. Il avait mieux à faire. Il reprit le travail, cette fois en tant qu'agent spécial rattaché à la cellule fédérale de lutte contre la traite humaine. Une mission plus bureaucratique, moins de terrain, mais chaque dossier qu'il ouvrait avait un goût différent, un poids, un visage, et toujours une pensée pour Sarah, sa sœur disparue, jamais retrouvée, peut-être victime du même réseau, peut-être pas, il ne le saurait jamais. Rex, lui, savourait sa retraite. Il dormait davantage, montait moins vite les escaliers, mais son regard restait vif, et chaque fois que Jack sortait les clés, il était prêt, comme pour dire « une dernière patrouille ?» Et puis un jour, une enveloppe arriva. Timbre de l'Oregon, Jack l'ouvrit. Une lettre, une photo, Emma, souriante, Michael dans ses bras, et à leur côté, un berger allemand, plus jeune, plus fougueux, Maximum. Un petit mot, griffonné au dos de la photo, Max prend la relève, mais Rex restera toujours notre héros. Michael parle de lui tous les jours. Venez quand vous voulez. La plage est belle, le café est chaud, l'amitié, elle, est éternelle. Jack serra la photo contre lui, puis appela Rex. Allez vieux, on va peut-être faire un tour. Le chien se leva lentement, mais dans son regard, une étincelle. Comme au premier jour, 3 ans passèrent. 3 années pendant lesquelles les retombées de l'affaire Hayes continuèrent à faire trembler les plus hautes sphères. Ce qui avait commencé par la découverte d'une femme vivante dans un cercueil s'était transformé en l'une des plus vastes enquêtes internationales de lutte contre la traite humaine de l'histoire contemporaine. Grâce aux preuves contenues dans le pendentif d'Emma, aux fichiers volés par Amanda, aux témoignages croisés d'Emma, Sophia, Tyler et d'autres survivants, plus de 200 arrestations furent effectuées, réparties sur 12 pays. Des figures politiques, des PDG, des membres influents de la diplomatie, tous liés à un réseau tentaculaire orchestré dans l'ombre sous couvert de philanthropie et d'humanitaire. William Hayes, capturé, jugé et reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, fut condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération. La presse mondiale suivit chaque étape du procès, chaque rebondissement. Mais Jack, lui, se tint loin des projecteurs. Il n'avait rien à prouver à personne, ceux qui comptaient savaient déjà ce qu'il avait fait. Lui et Rex continuèrent à vivre simplement. Jack avait été promu assistant directeur de la cellule de prévention contre la traite humaine au sein du FBI. Moins d'action, plus de stratégie, de coordination, de diplomatie, mais toujours avec la même flamme, la même obsession de retrouver les maillons restants du réseau, et surtout de ne jamais oublier. Rex, désormais âgé de 11 ans, affichait une prestance toujours intacte, mais ses pattes arrière trahissaient une certaine raideur. Sa gueule s'éclairait de gris, son rythme de marche avait ralenti. Mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur intensité. Il comprenait tout, et il était toujours là. Parfois, dans les couloirs du bureau fédéral, les jeunes agents s'arrêtaient pour le saluer. Certains demandaient des photos, d'autres, simplement, posaient la main sur son crâne comme s'il touchait un totem. Le chien qui avait sauvé une femme dans un cercueil, le chien qui avait fait tomber un empire. Un matin d'octobre, l'air encore chargé de brume fraîche, Jack reçut un appel. C'était Reeves. « On a un signalement ?» Il se leva, immédiatement concentré. Ace, elle confirma. Revue à Monténégro, puis à Dubaï. Dernière localisation, une île privée dans les Maldives, mais toujours une longueur d'avance. Jack sentit la tension revenir familière. Il ouvrit un dossier sur son bureau. Des photos, des listes, des noms. Toujours ce sentiment d'inachevé. Puis, le 18 octobre, tout changea. Un signal. Facial. 97% de correspondance. William S., entré sous une fausse identité à l'aéroport de Podgorica. Destination connue. Une station balnéaire luxueuse appartenant à un ancien associé. Et à ses côtés, une jeune femme, très jeune, Sophia Carter. Encore une fois, Jack ne perdit pas de temps. Il entra dans le bureau de Reeves, déposa la photo. Si elle monte sur un avion privé, elle disparaît.
Reeves ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis très doucement, elle répondit « Je n'ai pas reçu d'autorisation pour intervenir, mais si quelqu'un, disons, prenait quelques jours de congé ?» Jack comprit. Elle lui donnait son feu vert sans le dire. 24 heures plus tard, il atterrissait au Monténégro. Avec Rex, bien sûr. Cette fois, l'animal voyageait officiellement comme chien d'assistance émotionnelle. Ce qui, pensa Jack en regardant Rex s'asseoir dignement à côté de lui dans l'avion, n'était pas un mensonge. Ils s'installèrent dans un hôtel discret, à l'écart du complexe surveillé où séjournait Ace. Jack n'était pas là pour observer. Il était là pour intervenir, parce qu'il savait que s'il laissait passer cette chance, il n'y en aurait peut-être jamais d'autre. 2 jours d'observation, ronde de sécurité, voiture blindée, personnel armé en civil. Il reconnaissait les méthodes. L'emballage avait changé, mais le contenu restait le même. Le 3e matin, une notification tomba sur son téléphone sécurisé. Une photo, Sophia Carter embarquant sur un yacht avec Ace et 2 hommes. Légende simple, départ imminent, destination inconnue, dernière chance. Il regarda Rex, qui se tenait déjà près de la porte, comme s'il savait « On y va, vieux !» Il prit une petite embarcation prétextant une excursion côtière. Puis, à une certaine distance du yacht, il coupa le moteur, plongea dans l'eau. Il n'y avait pas de plan parfait, seulement des instincts, des choix. Il s'infiltra sur le yacht, neutralisa un garde, attira Sophia avec la ruse, l'interpella, lui expliqua. Elle comprit, finalement, et elle choisit. Jack ne tira aucun coup de feu. Rex n'attaqua personne. La justice, parfois, peut surgir dans le silence. Interpol arrive juste à temps. Ace, cette fois, ne put fuir. Alors qu'il menottait l'homme une nouvelle fois, Jack se contenta de dire « Emma vous attend. Elle va témoigner devant un grand jury. » Et cette fois, on a tout. Ace, blême, ne répondit rien. Rex, debout aux côtés de Jack, observait calmement. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il savait. Son maître savait. Et le monde, lentement, finirait par savoir. 3 mois après l'arrestation définitive de William Hayes, la tempête judiciaire s'était transformée en ouragan politique. Le réseau avait été démantelé, ses ramifications exposées au grand jour. Des procureurs d'État à New York, Berlin, Manille et Buenos Aires travaillaient désormais ensemble. Des fortunes tombèrent, des réputations s'écroulèrent. Mais au cœur de ce séisme mondial, une vérité demeurait limpide. Tout avait commencé par l'aboiement d'un chien dans un terminal de fret. Et ce chien, Rex, profitait maintenant d'une retraite bien méritée. Jack et lui avaient quitté la ville pendant un temps. Loin de JFK, loin des couloirs gris, des agences fédérales, loin de la tension constante. Ils prirent la route en silence, Jack conduisant, Rex à ses côtés, le museau tourné vers la fenêtre entr'ouverte, savourant le vent. Direction l'Oregon, un petit détour qui n'en était pas vraiment un. C'était une maison modeste en bois, posée sur une colline surplombant la côte. Des rideaux blancs flottaient aux fenêtres, un ballon d'enfant dans le jardin. Et sur le perron, une silhouette familière, Emma. Elle sourit en les voyant approcher. Michael surgit derrière elle, plus grand, plus sûr de lui. Quand il aperçut Rex, il lâcha immédiatement son jouet et courut vers lui. Le chien, malgré son âge, se leva et trotta à sa rencontre. Michael l'enlaça, murmurant quelque chose dans sa fourrure. Une promesse, une reconnaissance. Il n'a jamais oublié, dit Emma doucement. 3 ans, et il se souvient de chaque odeur, chaque regard. Jack descendit lentement du véhicule. Son épaule le lançait toujours par temps froid, mais ce jour-là, il ne sentait rien, juste la chaleur du soleil et la paix enfin. Ils s'assirent ensemble sur le porche, regardant Michael courir dans l'herbe avec Rex à ses côtés. « Max est à l'école canine aujourd'hui », expliqua Emma. « Il s'entraîne avec d'autres pour devenir chien de soutien. Il était bon, très bon, mais il n'est pas Rex. » Jack hocha la tête. « Personne ne le sera jamais. » Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide. C'était une respiration, une trêve. « Tu restes combien de temps ?» demanda-t-elle. « Aussi longtemps que je peux », répondit-il. Ils parlèrent tôt tard dans la nuit, du passé, du futur, des enfants qui grandissent, des cicatrices qui guérissent sans jamais vraiment disparaître, et de ceux qu'on n'oublie pas. Le lendemain matin, Jack fut réveillé par le bruit de pas précipités dans le couloir. Michael, debout, tenant un dessin à la main. Il le tendit à Jack. « C'est toi, dit-il. Et Rex, et moi, et maman. » Sur la feuille, des traits maladroits, des couleurs débordantes. Mais l'essentiel était là. Une famille recomposée, une histoire qu'on ne pouvait pas effacer, une mémoire qui ne voulait pas oublier. Jack sentit une boule dans sa gorge, il remercia Michael d'un sourire, puis regarda le chien, allongé près de la cheminée,
Le vieux soldat, l'ami fidèle, le témoin muet d'un monde que peu d'hommes auraient eu le courage d'affronter. Plus tard dans la journée, ils se promenèrent sur la plage. Rex trottait dans le sable, plus lentement qu'avant, mais avec une élégance tranquille. Jack s'arrêta, regarda l'horizon, puis dit simplement « Tu sais quoi, vieux ? On a fait notre part, on les a retrouvés, on les a sauvés. Pas tous, mais certains. » Rex s'arrêta, le fixa, puis posa doucement sa tête contre sa jambe. Et si c'était ça, notre vrai rôle depuis le début, montrer la voie, sentir le danger et garder espoir. Le chien ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, il savait. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba, le sénateur Carter lançait un projet de loi fédérale contre la traite humaine inspiré directement du cas Hayes. Le projet portait un nom discret, mais lourd de sens, L-E-X-R-E-X, en hommage. Jack fut convié à Washington pour la signature officielle. Il déclina poliment, préférait rester sur la côte avec ceux qui savaient ce que cette histoire avait vraiment coûté. Rex vécut encore 2 années paisibles. Promenades lentes, repas tranquilles, siestes au soleil. Michael lisait parfois à voix haute, et le chien écoutait immobile, les yeux à demi clos. Puis un matin, il ne se leva pas. Il était allongé, paisible, la tête tournée vers la fenêtre ouverte. La mer en fond, le chant des oiseaux. Jack s'agenouilla à ses côtés, le caressa doucement. Aucun cri, aucune larme bruyante, juste un long silence, puis un murmure. Mission accomplie, partenaire. Ils enterrèrent Rex sous un vieux chêne, face à l'océan. Emma y planta un petit panneau de bois. Rex, le chien qui trouvait l'impossible. Et chaque année, le 18 octobre, ils marchèrent jusqu'à l'arbre. Michael grandit, Emma retrouva la paix. Et Jack continua de se battre, mais avec la certitude que parfois, la lumière se cache dans les coins les plus sombres, et que le premier à la flairer est souvent celui qu'on entend le moins. Et vous, si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, souvenez-vous de Rex, de sa fidélité, de son instinct, et demandez-vous, qui sont les Rex dans votre vie? Ceux qui vous protègent en silence, qui détectent les dangers que vous ne voyez pas, qui vous sauvent sans rien attendre en retour? Laissez un commentaire. Dites-nous dans quelle ville vous regardez cette vidéo. Et surtout, honorez ceux qui veillent encore dans l'ombre, parce que parfois, le vrai héros a 4 pattes. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à laisser un like et à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.